Bien, bonsoir à tous. J'ai attendu les 10 minutes réglementaires à Paris pour ceux qui ont des problèmes de transport, de métro, etc. Et là, le temps est écoulé, donc on va commencer ni à l'heure ni trop en retard. Je vous remercie à tous d'être venus ce soir. Je remercie l'ESCP d'avoir organisé cette conférence. Et donc nous allons commencer une petite présentation d'environ 45 minutes. Et après, on pourra avoir ensemble un échange. Voilà. Alors, donc, cette présentation est sur l'intelligence collective. C'est un sujet qui a l'air très très simple comme ça. L'idée de, on met des gens autour de la table et puis naturellement l'intelligence collective va émerger. Depuis 13 ans que je travaille sur le sujet, je peux vous dire que, et vous le savez peut-être aussi, c'est peut-être pour ça que vous êtes là aussi, que ce n'est pas du tout simple, que ce n'est pas naturel. Donc il y a un certain nombre d'outils, de méthodes, de process, de grilles, de lecture qu'il faut connaître pour mieux appréhender toute la complexité de l'intelligence collective. Je me présente brièvement. Toute la présentation est en ligne. Je l'ai même mis à jour ce matin sur SlideShare. Donc elle est publique déjà depuis même un bout de temps. Donc vous aurez toutes les diapositives à votre disposition. Comme le dit le petit drapeau, je réside à Montréal, au Canada. Et donc là, je suis sur le départ parce que je prends l'avion vendredi. Je retourne chez moi. Donc j'ai une expertise en intelligence collective, médias sociaux. J'ai écrit quelques livres. J'ai une activité conseil. Donc je ne fais pas que des conférences, je fais aussi des formations et de la facilitation en mode intelligence collective. Et également une autre activité sur le logiciel. Alors, c'est pas 3-6, c'est 360. C'est un piège. Donc, c'est l'idée du 360, du crowdsourcing. Et donc, j'ai une activité depuis d'ailleurs très longtemps d'éditeur de logiciels. Et donc, 360 propose deux types d'outils. Un outil de partage de vidéos interne, une sorte de YouTube interne qui permet à tous les salariés de filmer des bonnes pratiques et de les partager sur une plateforme. Ça transforme en quelque sorte 10 000 salariés en 10 000 formateurs. Et un autre outil qui s'appelle TagUp, qui est un outil d'identification de talent. Mais vous savez, ça existe un peu sur LinkedIn avec les tags qu'on vous met sur votre profil. Mais au lieu d'avoir l'outil à l'externe, qui rend finalement les talents visibles à l'extérieur de l'organisation, c'est un outil identique mais à l'interne. Ça permet aux salariés, aux employés de décrire de pair à pair leurs talents. Alors voilà les couvertures de deux de mes livres et puis il y a des blogs associés à ces livres si vous êtes curieux. Ma présentation, donc on va commencer par parler des nouveaux enjeux qui amènent des nouveaux modes de management et qui en même temps est la présentation, même si ça ne va pas se voir, d'un outil de communication managériale qui permet à un manager d'expliquer pourquoi il va manager d'une manière différente, pourquoi ponctuellement il va abandonner le command and control. Et parce que le pourquoi l'intelligence collective est importante, je pense que si vous ne pensiez pas que c'était important, vous ne seriez pas là. J'ai pas envie de vous faire du yaka faucon pendant 45 minutes, mais de vous montrer qu'il y a des outils concrets. Et donc je vais terminer cette présentation avec deux outils. Un premier qui s'appelle la méthode Synergie 4, qui est une méthode d'animation de réunion en mode de réflexion collective, et un autre qui est la méthode Axio, qui est un processus pour accélérer et sécuriser un processus de prise de décision. On entre dans le vif du sujet. Est-ce que le monde est noir et blanc? On aurait un ancien monde avec des mots-clés, le pouvoir, la hiérarchie, la discipline, les ordres, l'évaluation. Et on aurait un nouveau monde merveilleux avec les communautés, l'innovation, l'intelligence collective, la co-création, la collaboration, la co-construction. Est-ce que le monde est binaire comme ça? Moi, je pense que non, et je vous propose le vrai nouveau monde, qui, pour moi, est l'addition de l'ancien monde et du nouveau monde, c'est-à-dire un monde qui n'est pas binaire, qui n'est pas noir et blanc, mais un monde qui est haut en couleurs, avec beaucoup de diversité, beaucoup de complexité. Il y a bien longtemps, on a découvert que l'union des muscles faisait la force, et donc
Si on s'y met tous ensemble, on va tuer le mammouth et on aura tous plus à manger que tout seul. Avec l'économie du savoir, on découvre que l'union des cerveaux fait la force. Et en même temps, on a ces mots magiques du management qui viennent d'une manière récurrente. Peut-être qu'on en parle beaucoup parce qu'on n'arrive pas à le faire. Il faut associer vos collaborateurs à la prise de décision. Il faut être participatif, collaboratif. Il faut co-construire. Alors, on dit qu'il faut le faire, mais c'est un peu des incantations. On n'explique pas comment, on ne dit pas quels sont les outils. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on en parle, et on a du mal à le faire. Alors de quoi s'agit-il? Connecter les intelligences, comme je l'ai dit. Comment? Eh bien malheureusement, la compétence qui est proposée aujourd'hui aux managers, c'est d'arriver à une réunion, de mettre 10 personnes autour de la table et de leur dire « Qu'en pensez-vous » Voilà, donc c'est à peu près ça. Et pourquoi il faut le faire? Parce que l'union des cerveaux fait la force, mais aussi parce qu'on va me démontrer que je ne vais pas perdre ma légitimité managériale, que je ne vais pas perdre mon pouvoir. Parce que si l'intelligence collective, ça consiste à faire co-construire, co-créer, et donc à trouver une décision ensemble, et qu'après, la décision, il faut la mettre en œuvre. Et si je me dis, tiens, si j'ai discuté la décision, si j'ai discuté la création de la décision, je peux ensuite discuter la décision, puis dire que je vais le faire ou pas le faire. Et finalement, est-ce que je vais garder le contrôle sur mon équipe si je les ai associés vraiment à la prise de décision? Alors le constat, c'est que sur le comment connecter, qu'en pensez-vous, c'est un petit peu léger. On est finalement un peu dans l'artisanat, on est à l'intuition, et quand on n'est pas très structuré dans l'animation de réunions de réflexion collective, ça peut déboucher sur le café du commerce. Et sur le pourquoi, malheureusement, on n'explique pas aux managers pourquoi le fait de manager l'intelligence collective ne va pas remettre en cause leur légitimité managériale. On ne leur explique pas pourquoi ils vont garder le contrôle. Donc, ils ne le font pas. Nouveaux enjeux, nouveaux modes de management. Pour vous expliquer les nouveaux enjeux, l'intelligence collective, je vais être obligé de passer par une nouvelle représentation de votre organisation. Ce n'est pas un nouveau modèle organisationnel, ce n'est pas l'idée de transformer votre organisation dans une autre organisation. C'est un peu comme dans le cercle des poètes disparus, mais je ne vous demanderai pas de monter sur la table. C'est de regarder votre organisation autrement. Et pour faire ça, je vais passer par un modèle, pas un modèle, mais en tout cas une carte, celle de l'organisation paradoxale. Alors je vais vous montrer ça dans la diapositive suivante, et ça va vous faire un choc, un peu le choc, comme si on était ensemble, j'étais votre guide touristique et qu'on arrivait à Tokyo, et que vous preniez la carte de Tokyo, et qu'il y a différents quartiers dans cette ville, et que vous soyez un petit peu perdu. Donc là, c'est pareil, je vais vous montrer une carte, c'est un peu comme la carte d'une ville, et avant de trouver vos repères, vous allez être un petit peu perdu. Et je vais vous accompagner dans une visite. Donc finalement, ce soir, nous allons voyager ensemble. Voilà la carte de l'organisation paradoxale. Donc il y a 8 quartiers dans notre ville, qui se répartissent sur 4 dimensions. La dimension des finalités, la culture individuelle et collective, les compétences, l'organisation, fonctionnement et technologie. Et ces 4 dimensions de l'organisation se répartissent sur le niveau de logique ordre, l'ordre qui s'incarne dans l'institution, et le niveau de logique chaos qui est incarné par l'individu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer d'y voir un peu plus clair sur cette carte de l'organisation paradoxale. Alors sur les niveaux de logique, sur la logique de l'ordre, les mots-clés, c'est l'autorité, la discipline, le territoire, la hiérarchie. Et cette logique de l'ordre, elle est fondamentale. C'est le moteur de l'action. C'est ce qui permet de produire, de vendre, de garantir la qualité des services aux clients. Et sur la logique chaos, les mots-clés, c'est le sens, le savoir, le transverse, la liberté. La génération Y, en anglais Y, ces petits jeunes qui sans arrêt nous demandent pourquoi et ils nous agacent. Et ça, c'est le moteur de l'agilité,
parce que c'est ce qui nous permet de nous adapter à notre environnement, de faire face aux ruptures technologiques, à l'arrivée de changements. Après avoir fait cette carte, je suis tombé sur une citation de Bernard Nadoulek, qui est un universitaire et consultant. Il a dit « Une entreprise dans laquelle il n'y a pas d'ordre est incapable de survivre, mais une entreprise sans désordre est incapable d'évoluer. » Donc dans l'ordre et la survie, on retrouve notre moteur de l'action. Et dans le désordre, le mot « évoluer » nous renvoie au moteur de l'agilité, notre capacité à nous adapter. Alors c'est sûr, c'est sympathique d'avoir l'ordre et le désordre, ça fait une belle balance. Mais je ne pense pas que le désordre soit une finalité ou un but recherché dans une organisation. Et moi, je préfère le mot chaos. Mais il y a deux sortes de chaos. Il y a le chaos quand on laisse finalement les intelligences, les savoirs suivre leur propre dynamique. Et finalement, comme je disais, ça peut déboucher au café du commerce. Et donc c'est un chaos d'énergie, d'initiative, d'intelligence et de savoir, mais qui n'est pas canalisé et qui aboutit à du chaos désordre. Et puis il y a le chaos où on essaye de mettre un peu de structure, de canaliser l'énergie dans une direction, et on arrive au chaos agile. Le chaos n'existe que dans l'univers. Dans une entreprise, il n'y a que le chaos désordre ou le chaos agile. Alors maintenant, on va voir les dimensions. Sur les finalités au niveau de l'ordre, eh bien, on a une entreprise qui a une stratégie, des missions, des métiers, et tout ça va s'incarner dans une marque d'entreprise. Et puis au niveau du chaos, on a un individu qui a des compétences, un projet professionnel, des motivations qui vont s'incarner dans sa marque personnelle. Sur la culture, les mots-clés de la dimension ordre, c'est manager, organiser, expliquer, sanctionner. Et sur le chaos, on retrouve les mots-clés partager, écouter, respecter, et on pourrait rajouter co-construire. Sur les compétences, on va retrouver sur la logique ordre le management individuel et collectif, le leadership situationnel, fixer des objectifs, contrôler l'atteinte des résultats, ce qu'on pourrait appeler le command and control, mais un command and control, j'espère, un peu plus humain que le simple command and control. Et sur la logique du chaos, on va retrouver le management de l'intelligence collective avec globalement tous les processus de co-création et de concertation. Sur la dimension organisation, donc au niveau de l'ordre, on va retrouver notre pyramide hiérarchique, on va retrouver toutes les technologies 1.0 qui permettent de diffuser l'information, de la capitaliser, donc tout ce qui est gestion de contenu, gestion documentaire. Et puis dans la logique chaos, on va retrouver des modes d'organisation, les communautés de pratique, communautés d'intérêt, tout ce qui touche aux communautés d'innovation participative. Et le Web 2.0, qui n'est pas un outil de diffusion d'informations, mais un outil pour co-créer de l'information. Donc il y a un sujet qui est amené sur un forum de discussion, et on agrège des gens autour, et ils font avancer la réflexion en virtuel. Alors, petit quiz. Quel est le meilleur système pour exécuter une décision? Y a-t-il quelqu'un dans la salle? La pyramide? Notre pyramide. Le meilleur système qu'on a inventé, c'est un bien commun partagé par toute l'humanité. Le meilleur système d'organisation pour exécuter une décision, c'est la pyramide. Deuxième question, quel est le pire système pour prendre une décision? La pyramide. Mon Dieu. Et voilà. Donc maintenant, on est dans le paradoxe. On est dans le paradoxe parce que c'est le même mode d'organisation qui est à la fois le meilleur système et le pire système. Le meilleur système pour exécuter une décision, et des pyramides, il y en a partout, il y en a à Montréal, il n'y en a pas que en France, il y en a partout sur la planète. Dès qu'il y a une organisation, il y a une pyramide parce qu'on a besoin de faire exécuter les décisions. Et en même temps, ce même mode d'organisation est le pire système pour prendre une décision. On va voir pourquoi tout à l'heure.
Alors on a vu le quoi, le comment, le pourquoi, il reste le quand. Quand est-il pertinent de mobiliser l'intelligence collective, de connecter les savoirs et les intelligences? Alors moi, j'appelle ça les pages blanches. Une page blanche, c'est quand, vous le savez, la page est blanche parce que la réponse n'est pas évidente. Alors, par exemple, définir une stratégie, c'est une page blanche parce qu'on peut faire une stratégie qui va plomber l'entreprise, la faire couler. On peut faire une stratégie qui ne va rien changer. Ou on peut faire une stratégie qui va développer l'entreprise et la faire grandir. Et s'il y avait un bouquin qui explique à un patron d'entreprise ce qu'il fallait faire, il serait payé un petit peu moins cher. Parce qu'il y a des gros risques, en fait. Il y a des gros risques parce que la page est vraiment blanche. Pareil, sur le développement de la performance, mon objectif, c'est de tripler mon chiffre d'affaires. La réponse n'est pas évidente. Donc là, on est dans des situations, c'est une situation, la page blanche est une situation où il est plus pertinent de mobiliser l'intelligence collective que d'être tout seul dans son bureau pour prendre la décision. Deuxième situation, un problème technique complexe. Je demande aux experts, ils ne savent pas répondre. Et la sécurité est un problème technique complexe particulier parce que quand il y a un accident, personne n'est responsable et personne ne sait ce qu'il faut faire pour que ça ne se renouvelle plus. La gouvernance, mode de travail, on peut s'organiser de 50 façons. Il y a une façon qui va faire chuter l'efficacité collective, qui va être contre-productive. Il y a une façon qui ne va rien changer. Et puis il y a une façon de s'organiser, de travailler sur les rôles, les responsabilités, qui va développer la performance collective. Et dernière page blanche, l'innovation collaborative. Vous connaissez l'innovation participative. Il y a la boîte à idées. Et puis on prend une idée, et puis on dit combien ça coûte, combien ça rapporte, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent. Et la proposition d'innovation collaborative, c'est de dire, prenons cette idée issue du génie individuel, mettons 10 personnes autour de la table, et puis essayons de voir si on ne peut pas remonter, parce qu'une idée cherche toujours à résoudre un problème, si on ne peut pas remonter de l'idée au problème, de voir s'il n'y a pas d'autres idées qui peuvent résoudre ce problème, de faire un peu de fertilisation croisée, d'essayer de pousser l'idée plus loin. Donc voilà les 4 situations qui sont en fait le déclencheur du passage du command and control au management de l'intelligence collective. Alors voilà notre organisation paradoxale, représentée de manière un peu plus schématique. On retrouve les 4 dimensions et vous voyez qu'il y a des petites flèches entre chaque dimension parce qu'on se dit qu'on a du mal à imaginer que notre moteur de l'action, la production et la vente, puisse être efficace si on a quelque chose qui manque. Par exemple, on n'aurait pas de culture d'entreprise, ou on n'aurait pas de gens compétents en management, ou on n'aurait pas de pyramide, ou on n'aurait pas de marque, etc. Donc personne ne se dit qu'il est capable de fonctionner efficacement, que le moteur de l'action, de la production et de la vente, va tourner à plein régime s'il me manque une seule de ces 4 dimensions. Eh bien, sur le chaos, c'est pareil. Il y a des petites flèches. Parce que chacune des dimensions que j'ai présentées sur la logique chaos, eh bien, elle va faire tourner à plein régime le moteur de l'agilité, c'est-à-dire ma capacité à m'adapter, à évoluer, à être agile. Voilà. Alors, qui dit organisation paradoxale, dit management paradoxal, pour faire vivre cette organisation. Qui dit management paradoxal, dit manager du paradoxe. Et voilà qui fait son entrée en scène, notre manager du paradoxe. Alors je l'ai fait avec un petit smiley, parce qu'il est heureux. Il est heureux parce qu'il a compris que dans l'entreprise, il n'y avait pas que l'ordre, il y avait aussi le chaos, et qu'il fallait faire travailler les deux ensemble. Et donc ce que je me propose, même si on n'est pas dans une formation, et que l'idée c'est plus de conscientiser que de vous former, je vais quand même me lancer un défi de vous former en 27 secondes au management paradoxal. De faire de vous tous, ici présents, des managers du paradoxe. Alors si quelqu'un veut chronométrer pour voir si je tiens ma promesse. Alors qu'est-ce que c'est qu'un manager du paradoxe? C'est un manager qui a 2 compétences, et juste 2 compétences. Sa première compétence, c'est qu'il est ici en mode command and control, en train de donner des ordres et de contrôler l'exécution. Et tout d'un coup,
surgit un problème technique complexe. Ils demandent à des experts, ils ne savent pas répondre, ou ils disent « reviens me voir dans 6 mois, j'aurai sûrement une réponse ». Donc il est face à une page blanche. Donc il est dans une situation où il doit changer de mode de management. Donc première compétence, je rencontre une page blanche ici, je vais basculer dans la logique chaos, et au lieu de donner des ordres et de contrôler, là maintenant on va être autour de la table, tous à égalité, on va donner des idées, et on va se mettre en mode co-construction, co-création. Donc je vais manager l'intelligence collective. Et puis, en co-construisant, je finis par trouver une solution à mon problème technique complexe. Deuxième compétence, eh bien, puisque j'ai trouvé une décision à prendre, je vais rebasculer de la logique chaos sur la logique ordre, et donc je vais donner des ordres pour que les gens mettent en œuvre ma décision. C'était 27 secondes 32. Bon, d'accord. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. Le manager du paradoxe, c'est le manager qui a pris conscience qu'il n'y avait pas qu'un seul mode de management, qu'il y en avait deux, et que ce deuxième mode de management, qui est le management de l'intelligence collective, se déclenchait quand j'étais face à une situation, une page blanche, dans laquelle je gère beaucoup mieux mes risques en termes de prise de décision en mobilisant l'intelligence collective qu'en décidant tout seul. Alors, depuis des années, comme je le disais tout à l'heure, les mots magiques du management, depuis des années, on nous parle de participatif, collaboratif, le Web 2.0, les réseaux sociaux d'entreprise qui, par l'opération du Saint-Esprit, vont transformer toute l'organisation sur les 4 dimensions et en faire des entreprises agiles, intelligentes, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on parle de ça et pourquoi on a le sentiment que ça n'avance pas? Eh bien parce que le chaos est perçu par les dirigeants et par les managers comme un virus. Comme quelque chose de tellement antinomique par rapport à l'intelligence collective, à tous ces mots-clés, partager, co-construire, par rapport à donner des ordres, contrôler, sanctionner, que si je commence à introduire dans mon organisation des modes de fonctionnement, d'organisation, de management qui sont complètement à l'opposé, donc paradoxal par rapport à l'existant, ça va détruire petit à petit ma pyramide, mon command and control. Et comme je disais tout à l'heure, si on discute et qu'on construit la décision, pourquoi pas discuter la décision elle-même et son exécution. Donc pour essayer, quand même, depuis 13 ans que je fais ces conférences, puis même sur le web, et que j'ai jamais reçu de messages d'insultes me disant que j'étais un abruti, que l'intelligence collective c'était débile, que ça servait à rien. Donc personne ne remet en cause l'utilité de l'intelligence collective. Personne ne dit que c'est nul, que ça ne fait pas avancer les choses. Au contraire, tout le monde en est convaincu. Mais tout le monde est aussi convaincu que ça va détruire la pyramide, le management individuel et collectif, et que finalement ça va faire fermer l'entreprise. Alors pour pallier ce problème de j'en veux mais finalement pas trop, on fait du participatif sur la logique de l'ordre. Donc on va mettre en place du participatif là, on va rester sur une zone de confort, on va rapatrier tout ce qui peut être co-construction, tout ce qui peut être co-création, mais dans la logique de l'ordre. Voilà. Alors évidemment, c'est contre-naturel, contre-productif. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye de fusionner le chaos dans l'ordre, alors qu'en fait, il faut articuler l'ordre et le chaos, puisque comme ce sont des logiques complètement antinomiques, complètement paradoxales, ces deux logiques ne peuvent absolument pas coexister. Et donc on arrive finalement à un manager à qui on a dit il faut faire du participatif. Alors il est tout seul dans son bureau, il prend une décision, il sort dans son bureau, il réunit 10 personnes et il leur dit « Qu'en pensez-vous » Les gens donnent des idées, et tous ceux qui disent des idées qui ne sont pas cohérentes avec la décision qu'il va bientôt annoncer, il va leur tirer dessus. Et après, il va se dire « Voyez, je vous ai demandé, on a co-construit, on a participé », mais il l'a fait en fait... Il a fait du faux participatif, il a fait du command and control, mais avec un beau maquillage, un bel enrobage participatif. Donc finalement, aujourd'hui, on a des organisations hiérarchiques qui oppriment le chaos parce qu'elles en ont peur.
elles en veulent et en même temps c'est une attraction-répulsion. Donc à la place du chaos 2.0, ici on a l'ordre 2.0. On n'a plus que de l'ordre, parce qu'on a fusionné le chaos dans l'ordre. Et l'ordre 2.0, c'est un individu qui est dissous dans le collectif. En termes de culture, c'est l'armée des clones. Pour monter dans la pyramide hiérarchique, il faut avoir la culture du chef. Les compétences managériales, le management de l'intelligence collective se résume à réfléchir, c'est commencer à désobéir. Et en termes d'organisation, il y a 2 articles très importants. Article 1, le chef a toujours raison. Article 2, si le chef a tort, se référer à l'article 1. Et donc, puisqu'on n'a pas canalisé l'énergie, puisqu'on n'a pas orienté les intelligences et les savoirs dans une direction, au lieu d'avoir du chaos agile, eh bien, c'est le chaos désordre. Alors, puisqu'on était en mode visite touristique, et puisque j'étais le guide de cette visite, plutôt que de développement organisationnel, je vous parlerai d'urbanisme organisationnel, avec sur la logique de l'ordre des beaux quartiers, tout est propre. Il n'y a pas une poussière qui traîne sur les trottoirs. Et puis le chaos, malheureusement, est un petit peu laissé à l'abandon. Il existe, mais on ne va pas mettre des efforts démesurés sur cette logique. Alors aujourd'hui, on se dit que si ça va mal, c'est parce qu'on n'est pas totalement efficace, qu'on n'a pas atteint 100% d'efficacité. Et donc pour essayer d'atteindre le 100% d'efficacité, tout en restant dans notre zone de confort, on va faire toujours plus de ce qu'on sait faire. Et pour développer notre efficacité, on va réduire les coûts, on va réorganiser, d'ailleurs souvent tous les 6 mois, on va refondre les processus, on va licencier, voilà, tel des lapins mécaniques. En même temps, vous voyez, sur la logique chaos, j'ai mis une efficacité à 20 ou 40 parce qu'il y a de l'intelligence collective dans toutes les organisations, il y a un certain niveau d'agilité. Si on reprend la métaphore du moteur de l'action et du moteur de l'agilité, le moteur de l'agilité, il n'est pas à l'arrêt dans aucune organisation. Le moteur de l'agilité tourne, mais il tourne plus ou moins vite. De même pour le moteur de l'action. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on essaye de faire tourner le moteur de l'action à 100% de ses capacités, ou est-ce que le moteur de l'agilité, qui ronronne un peu comme un diesel en fin de vie, on ne pourrait pas lui mettre un petit turbo dessus et essayer de développer l'efficacité sur la façon dont on manage l'intelligence collective. Voilà. Alors là, il y a des gains de productivité énormes, parce qu'on est quand même encore au qu'en pensez-vous ? On est encore, j'arrive à la réunion, en fait, j'ai déjà pris la décision. Et je vous parlais des pages blanches. Les pages blanches, je vous le rappelle, développement de performance, stratégie, gouvernance, problèmes complexes, innovation. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on traite des pages blanches ici, mais les pages blanches, c'est pour prendre des décisions ici. Donc la stratégie, c'est tout un tas de décisions qui vont impacter la production et la vente. Donc la logique du chaos, elle est au service de l'ordre. Donc si je développe mon efficacité dans le processus de prise de décision sur ces pages blanches, il y a un effet levier qui va mécaniquement développer ma productivité dans la logique de l'ordre. Alors si on devait faire de l'urbanisme organisationnel, ce qu'on peut espérer, c'est avoir des beaux quartiers en haut et des beaux quartiers en bas. Puis là, on trouve bien la pyramide inversée. Ce sont les mêmes personnes qui sont dans les 2 villes. C'est inversé parce que les modes de fonctionnement sont complètement antinomiques, ils sont paradoxaux. Ici, j'ai le patron qui donne des ordres et ça descend. Et là, le patron, il est en bas. Il y a tout un tas d'autres personnes autour de lui. Puis il est en co-construction. Il est ni plus ni moins que les personnes avec qui il est en train de co-construire. Et ça, c'est le temps de traiter la page blanche parce que je suis un manager du paradoxe. Et quand j'aurai traité ma page blanche, je vais quitter ce quartier et remonter dans celui-là. Alors je vais appeler, on a un invité spécial ce soir qui est Albert Einstein. Parce que je me disais qu'il y avait peut-être quelques-uns d'entre vous qui étaient encore un peu sceptiques. Et donc je l'appelle à la rescousse avec une citation dans laquelle il dit « Le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de réflexion, mais les problèmes qu'il engendre ne sauraient être résolus à ce même niveau. »
Alors, au risque de faire qu'Albert se retourne dans sa tombe, je fais une petite réinterprétation, reformulation de ce qu'il a dit. Albert Einstein aurait pu dire « On ne peut pas résoudre les problèmes engendrés par le niveau de logique ordre dans ce même niveau. On doit basculer dans le niveau de logique chaos. » Si l'un d'entre vous pense que j'ai trahi sa pensée, qu'il se lève ou se taise à jamais. Alors, il faut changer, comme je le disais, de niveau de logique, et comme le demande d'ailleurs Albert Einstein en personne, il faut changer de niveau de logique quand on est face à la page blanche. Alors le paradoxe, c'est que sur la logique de l'ordre, on est dans la gestion du quotidien, on travaille dans l'urgence, on est dans la production et la vente, on est centré sur nos objectifs individuels de production et de vente. Et c'est paradoxal parce que dans la logique du chaos, on prépare l'avenir, on n'est pas dans l'urgence, on est dans l'important, on n'est pas dans produire et vendre, on est dans réfléchir et décider, et on n'est pas en train d'atteindre nos objectifs individuels quand on travaille sur la gouvernance, quand on travaille sur une stratégie ou sur un développement de performance ou sur un problème complexe. On est en train d'apporter une contribution au collectif. Donc on travaille en dehors de ces objectifs individuels. Malheureusement, on est noyé dans le quotidien, dans les urgences, et on n'a pas mis en place les processus qui nous permettent de traiter l'important avant qu'il devienne urgent. Donc la question, c'est qui est le gardien de l'important? Qui fait en sorte de traiter l'important avant qu'il devienne urgent? Et la question, elle est fondamentale, parce que si on ne traite pas l'important avant qu'il devienne urgent, on va le traiter dans le seul mode de management qu'on connaît, dans notre zone de confort, dans la logique de l'ordre. Et donc on va prendre notre décision tout seul dans notre bureau, dans l'urgence. On va quand même faire une réunion parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois participatif et que j'associe mes collaborateurs à la prise de décision. Et je vais faire du faux participatif. Alors, l'outil que je viens de vous montrer, la carte de l'organisation paradoxale, a l'air d'être un concept théorique comme ça, une façon de prendre conscience de nouveaux enjeux. Mais dans les formations que je donne, je le présente comme un outil de communication managériale qui permet deux choses. Qui permet de donner du sens aux collaborateurs. Pourquoi mon manager qui ce matin me disait « tu n'as pas atteint tes objectifs », etc., qui me faisait du command and control, cet après-midi, il est tout gentil, puis il me donne la parole, en plus il se tait, il m'écoute, je ne comprends pas. Donc si j'ai cette carte de l'organisation paradoxale, je comprends qu'on a changé le niveau de logique parce qu'on est dans une situation qui l'impose. Et la deuxième vertu de cet outil de communication managériale, c'est une communication pour le manager lui-même. C'est de lui dire « tu ne perds pas le contrôle, tu gardes ta légitimité managériale ». Donc tu peux manager l'intelligence collective parce que tu vas après pouvoir rebasculer en mode command and control. Donc voilà les deux finalités de cet outil qui n'est pas simple parce que l'intelligence collective, ce n'est pas simple. Et peut-être que c'est simple dans le jardin avec les fourmis, les termites et les abeilles, mais dans une organisation hiérarchique, ce n'est pas simple. Alors je termine, même si je n'ai pas totalement terminé cette présentation, avec deux outils. Je ne vais pas vous former sur les outils, mais vous montrer qu'ils existent, qu'ils sont simples et qu'on peut se les approprier, les mettre en œuvre, qu'on soit un agent de maîtrise ou patron d'une entreprise. Donc le premier outil, c'est Synergie 4, qui est une méthode d'animation de réunion. Alors qu'est-ce que c'est qu'une réunion de réflexion collective? C'est une réunion où on va connecter les intelligences et les savoirs d'un groupe de personnes. On le fait quand? Quand la situation l'exige. Et la situation, c'est la page blanche. Les pages blanches, je vous rappelle, c'est la logique chaos, et là, c'est les réunions de production, vente et opération. Alors, comment animer une réunion sur une page blanche? Il y a 4 dynamiques qui peuvent se mettre en œuvre dans une réunion. Ce n'est pas des types de réunions, c'est des dynamiques.
Donc la première, c'est l'information. Je diffuse une info, je vérifie que tout le monde l'a compris de la même manière. La deuxième, c'est la coordination. On répartit les tâches, un peu mode projet. Et pour ça, on utilise les méthodes classiques d'animation. Ensuite, on a deux autres dynamiques. La dynamique de la création, le brainstorming. On crée des idées nouvelles, puis on fait avec l'entonnoir. Et puis la réflexion. L'idée, c'est de rassembler les idées existantes, de faire émerger des consensus, de faire émerger des propositions de décisions et de solutions et de mesurer des consensus sur ces décisions. Et dans quelle situation? Dans les pages blanches. Et là, on utilise des méthodes spécifiques d'animation. Donc moi, celle que je vous propose, c'est Synergie 4. Il y a aussi la méthode des 6 chapeaux. Il y a un certain nombre de méthodes pour animer une réunion de réflexion collective. Alors vous savez, le brainstorming, c'est un processus en entonnoir. Dans un premier temps, on va demander aux gens de produire un maximum d'idées sans juger les idées qui sont produites par les uns et les autres. Et dans un deuxième temps, on va évaluer les idées. Et pourquoi on a fait ce processus? Parce que naturellement, dans un brainstorming, la première chose qu'on a envie de faire quand on entend une idée bisounours, guimauve ou je ne sais quoi, c'est de dire ton idée elle est nulle. Puis un autre dit à une autre idée, ah non, ton idée elle est nulle. Et au bout de 5 minutes, plus personne n'a d'idée. Tout le monde s'est fait claquer, plus personne n'a d'idée. Donc le brainstorming, c'est un processus contre-naturel. C'est de ne pas juger les idées qui sont émises, et c'est au contraire de rebondir sur les idées qui sont émises, avant une deuxième étape où je vais enfin pouvoir critiquer les idées. La réflexion collective, c'est aussi un processus en entonnoir, et c'est aussi un processus contre-naturel. Quand je suis face à une page blanche, un problème technique complexe, la première chose que je vais faire, c'est de chercher des solutions, apporter des idées, donner des conseils. De même que juger les idées va tuer la créativité collective, le fait de se mettre en mode je donne des conseils va tuer l'intelligence collective, va tuer la réflexion collective. Ce qu'on doit faire avant de chercher des solutions, et d'une manière contre-naturelle, c'est d'abord de se poser des questions. Donc on se pose d'abord des questions ensemble, on a le droit de se poser que des questions, ça nous aide à bien poser le problème, à vérifier qu'on est en train de réfléchir sur la bonne chose avant de partir en mode résolution de problème. Alors encore une fois, décidément il nous rend visite régulièrement, nous allons avoir Albert Einstein qui va, si vous n'êtes pas encore totalement convaincu par ce processus en entonnoir, essayer d'expliquer à sa façon pourquoi il faut se poser des questions avant de chercher des solutions. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à déterminer la bonne question à poser, car lorsque je connaîtrais la question, je pourrais résoudre le problème en moins de 5 minutes. Et finalement, dit d'une autre manière un peu plus proche de notre objet ce soir, un problème sans solution est un problème mal posé. Et donc si vous avez l'occasion d'animer une réunion en suivant ce processus de se poser des questions avant de chercher des solutions, vous allez découvrir que ça permet de bien poser un problème. Au cœur de la réflexion collective, dans une réunion, il y a le tour de table. Le tour de table est plutôt pas très populaire dans les entreprises parce que naturellement, on aime l'interaction directe, spontanée, se couper la parole, monopoliser la parole. Ce qu'on aime, c'est le ping-pong, les joutes, les duels avec le gagnant et le perdant. Malheureusement, tout ce qu'on aime réduit l'efficacité collective dans les réunions. Alors être naturel, c'est avoir le chef qui va essayer d'imposer ses idées. C'est, bon, j'ai mis en anglais, je trouvais que ça passait mieux, la grande gueule, le bavard, qui va monopoliser la parole. Et à eux deux, ils vont prendre 80% du temps de parole. Puis ils vont laisser le reliquat au timide, qui a plein de choses à dire, mais qui ne s'exprime pas, parce qu'il est jeune, junior, ou simplement introverti. On a le cow-boy, qui pratique la pensée balistique. Donc dès qu'une idée est contraire à son idée, il va tirer dessus.
Et puis il peut y avoir 2-3 cow-boys comme ça qui tirent chacun sur les idées des autres. Et quand on additionne tout ça en termes d'efficacité collective, malheureusement, ça peut ressembler à ça. Notre bon village gaulois avec la couverture au milieu de la table et chacun qui essaye de tirer le plus fort possible sur la couverture. Et presque, ça devient presque théâtral. La technique du tour de table, elle est contre-naturelle, tout comme le fait de se poser des questions avant de chercher des solutions. Et d'une manière générale, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans les formations management, on se rend compte que être un bon manager, c'est faire exactement l'inverse de ce qu'on ferait naturellement. Donc, qu'est-ce qu'elle permet, cette technique contre-naturelle, qui crée beaucoup de frustration? L'écoute active. Donc, quand j'anime, je vois des gens qui découvrent pour la première fois ce que c'est qu'écouter. Enfin, en tout cas, écouter activement. La meilleure répartition du temps de parole et la bascule de la logique combat vers la logique débat. Le tour de table, c'est un point d'équilibre parfait entre l'individu, puisque chacun parle à son tour, et le collectif, puisque chacun rebondit et co-construit sur les idées qui sont amenées, et un équilibre parfait entre le chaos, puisque jaillissent des idées, et l'ordre, puisqu'il y a une certaine façon, à travers l'entonnoir que je vous ai montré tout à l'heure, de pouvoir structurer et canaliser l'énergie dans une direction. Alors, on pense que c'est pas très grave si on n'est pas très professionnel dans l'animation de sa réunion, mais malheureusement, quand on ne prend pas une bonne décision, ou une décision qui n'est pas à l'optimum, tout ça va impacter tout le reste des décisions, des réunions d'information et de coordination. Et après, on va parler de cette maladie des organisations qui ne sont pas les sinusites, les rhinites, les bronchites, mais la réunionite. Parce qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre une décision qui n'a été prise sur une page blanche sans intelligence collective. Dernier outil, la méthode Axio. Alors c'est un processus en 6 étapes. D'abord, on recherche l'info. Ensuite, on réfléchit, on consulte pour demander des avis par rapport aux solutions qu'on a pu trouver ici. La décision, l'alimentation de la mémoire collective, donc gestion des connaissances, puis ensuite la mise en œuvre de la décision. Et ces 6 étapes peuvent se faire sur 3 niveaux. Le niveau collectif, je prends toute mon équipe sur une dimension. Le niveau individuel, juste moi, une personne, et le niveau collégial. Pour illustrer et vous expliquer comment fonctionne la matrice Axio, évidemment qu'on met en œuvre, en fait c'est un outil de pilotage global d'une page blanche. En fait, la méthode de réflexion collective qu'on a vue tout à l'heure se retrouve dans l'étape 2. On va prendre l'exemple d'un manager qui a une équipe de 50 personnes et sa page blanche est la gouvernance. Comment mieux travailler ensemble? Comment redéfinir les rôles, les responsabilités, les processus de travail? Donc il va demander à 3-4 personnes d'aller chercher de l'info, lire des bouquins de management, faire un sondage, aller sur Google, trouver de l'info sur comment on pourrait s'organiser. Ensuite, ces 50 personnes, il va les associer tous dans des réflexions collectives, dans des sondages. Ça peut être virtuel, ça peut se faire par un forum de discussion, par du face-à-face, ça peut être de la réflexion à 10 ou à 50. Donc il mobilise toute l'intelligence des 50 personnes de son entité. Ensuite, la consultation, ça consiste à aller voir son hiérarchique en disant voilà, on a trouvé 2 ou 3 façons de s'organiser qui nous paraissent pertinentes. Qu'est-ce que tu en penses? D'aller voir un expert, un consultant, un collègue, quelqu'un dans une autre entité qui ressemble à la mienne. Donc je vais être dans un processus de gestion des risques et je vais essayer de valider la décision que je dois prendre. Ma décision, elle va être solitaire. Parce que en vertu du principe de subsidiarité, j'ai la responsabilité en tant que manager de décider de l'organisation. Puis je vais demander à 2 ou 3 personnes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont émergé ici, beaucoup d'idées, de regarder ce qui peut être capitalisé, ce qui peut alimenter la mémoire collective. Et puis ensuite, comme on est dans la gouvernance et comme on est dans une réorganisation, évidemment, tout le monde va être mobilisé dans la mise en œuvre du plan d'action. Et là, notre manager, il est pris d'une sueur froide. Là, il commence à paniquer. Parce qu'il se dit, oh là 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 là, tout ça est bien intelligent. Effectivement,
si je suis ce chemin, je risque de faire une organisation redoutable et tout le monde va vraiment, enfin, on va être super. Mais j'ai pas été le gardien de l'important. Et maintenant, l'important est urgent. Et on doit se réorganiser très rapidement. Et quand je vois ce chemin, je me dis, ça va prendre du temps. Mais je suis manager. Et je ne suis pas devenu manager comme ça. Je suis malin. Alors je vais prendre un autre chemin. Ce que j'appelle la ligne rouge. Je vais chercher l'information tout seul, réfléchir tout seul, consulter personne, prendre ma décision tout seul, laisser tout ça sur mon disque dur, mais je vais faire quelque chose de collectif, c'est que je vais sortir de mon bureau, les bras comme ça, en disant « Vous n'allez pas me croire, mais j'ai trouvé une nouvelle façon de s'organiser, c'est absolument génial, vous allez voir, je vais vous expliquer ça maintenant. » Donc là, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, c'est sûr que là, il a gagné du temps. Là, ça a été très vite. Mais il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'il fait maintenant du MIG. Alors le MIG n'est pas un avion de chasse. C'est le management incantatoire et gesticulatoire. Faites-le, je sais que vous pouvez le faire, vous allez y arriver, je peux compter sur vous. Et donc, tout le temps qu'il a gagné là, eh bien, il va le perdre derrière avec ce qu'on appelle la conduite du changement, les résistances au changement, les gens qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas faire. Deuxième effet, vous connaissez le manager coach, le manager psy, mais il y a le manager docteur. Et donc le manager docteur, qu'est-ce qu'il vient de faire avec ce chemin? Il vient de lobotomiser tous ses collaborateurs. Et donc, comme il a pris la décision plus ou moins tout seul, il y a un mur qui arrive. Parce qu'il n'a pas pensé à tout. Puis tout le monde voit le mur arriver. Et tout le monde rigole. Et tout le monde se dit, quand on va se prendre le mur, ça va faire mal. Puis un jour, on prend le mur. Il y a du sang partout sur le mur. Et les collaborateurs vont voir le chef et disent, « Chef, regardez, on vient de se fracasser sur le mur. C'est vraiment dramatique. Hein, puis on ne peut rien faire. Là. Voilà. » Alors, mais en même temps, ils rigolent. Parce que le mur, ils l'ont vu arriver depuis longtemps. Et pourquoi? Parce qu'on leur a envoyé un message. On leur a dit, on ne vous demande pas de réfléchir. Réfléchir, c'est commencer à désobéir. Vous devez être des soldats bêtes et disciplinés. Donc, les gens sont des soldats bêtes et disciplinés. Et ils attendent de se prendre le mur pour rendre compte. Si on en avait fait des collaborateurs, si on avait co-construit avec eux, eh bien, ce mur qui arrivait, ces signaux faibles, ces petits ajustements, eh bien, ils auraient été rendre compte à leur hiérarchique en disant « Regardez, là, je pense que machin », et on aurait pu avoir plus d'agilité. Alors, quand le moteur de l'action devient le culte de l'action, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les organisations sanctionnent plus facilement ceux qui n'agissent pas plutôt que ceux qui ne réfléchissent pas assez. Et donc, le moteur de l'action devient un culte. Et quand c'est un culte, eh bien, être performant, c'est agir avant de réfléchir. Alors, comment faire une belle carrière? Petit quiz. Comment faire une belle carrière dans une entreprise? Est-ce qu'il vaut mieux avoir l'air occupé ou l'air pensif? Est-ce qu'il vaut mieux courir dans le couloir avec ses dossiers ou organiser une réunion de réflexion collective? Donc aujourd'hui, l'important n'est pas où on va, l'important c'est d'y aller le plus vite possible. Alors vous savez aussi que quand on est sur des pages blanches, c'est des décisions risquées, des décisions à fort enjeu. Et que dans l'enjeu, il y a ma carrière qui peut se terminer si la décision que je prends en termes de stratégie, de développement de performance ou de gouvernance n'est pas bonne. Donc je vais avoir tendance à reculer le plus possible le moment où je vais prendre cette décision. Alors la matrice Axio, c'est un processus qui permet de sécuriser la prise de décision. Et ça va rassurer le dirigeant, le décideur sur le fait que il n'y a pas 100% de certitude que c'est une bonne décision, mais je sens quand même avec ce processus-là que je gère bien mes risques. Et donc, ça va m'encourager à prendre la décision devant laquelle je reculais depuis des mois. Tout ça nous envoie aussi à cette notion de compliqué et de complexe.
dans lequel aujourd'hui on demande aux experts à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Les experts sont des gens qui sont appropriés pour les problèmes compliqués. Ce qui est compliqué, c'est de démonter un avion, de le remonter, de démonter un satellite, de le remonter. On est avec des pièces métalliques, des boulons, des tournevis. Et ça, ils savent faire. Par contre, quand on arrive dans le chaos, on est sur le complexe. Là, c'est plus des boulons et puis des pièces de métal. Là, c'est de l'humain, c'est de l'organisationnel, c'est du technologique, c'est de l'environnement, c'est de l'environnemental, c'est du sociétal, c'est du syndical. Donc ça devient complexe parce qu'il y a tout un tas d'éléments de nature différente qui sont en interaction les uns avec les autres. Et l'intelligence collective est la seule façon de pouvoir avoir une vue globale de tous ces éléments et d'être capable de mesurer toutes les interactions entre ces éléments et donc de gérer au mieux ces risques. Donc l'intelligence collective est un outil du leadership dans la complexité. Pour terminer cette présentation, parce que j'ai été un tout petit peu bavard, le constat, c'est que sur le comment, c'est un petit peu le café du commerce. Sur le pourquoi, on n'explique pas aux managers pourquoi ils devraient ne pas faire que du command and control 24 heures sur 24. Pourquoi un manager garde sa légitimité? Parce qu'on discute, je décide. Parce qu'on discute, je décide. Un manager n'est pas redevable de l'aide qu'il reçoit dans un processus de co-construction. Un manager est responsable de la décision qu'il prend. Alors, et je vais couper court tout de suite à ça, dans les questions tout à l'heure et l'échange, vous allez me dire, est-ce que vous avez des études de cas? Est-ce que vous pouvez me montrer qu'il y a des gens qui le font, que je ne sois pas le premier, que je puisse me... Voilà, alors je vais vous parler de Google. Je vais vous parler des petites startups et puis vous allez dire ouais mais Google c'est pas tout à fait comme ça chez moi, hein. Moi je suis dans l'industrie textile ou automobile et puis non c'est pas tout à fait ça, donc ça me rassure pas complètement. Alors on va faire très simple, il n'y a pas d'étude de cas parce que c'est pas un nouveau modèle organisationnel, c'est une question que je vous pose de savoir si votre organisation est paradoxale ou pas, s'il y a deux niveaux de logique ou pas, si le chaos est fusionné dans l'ordre ou si le chaos s'articule à l'ordre. Alors voilà, donc est-ce que vous êtes l'étude de cas et quelque part, questionnez-vous sur vous et essayez de savoir si vous avez plus ou moins de Lucky Luke, de Village Gaulois ou de Réunion Café du Commerce. Comment déployer? C'est pas l'idée de créer une usine à gaz. L'idée c'est de simplement travailler autrement. C'est pas du travail supplémentaire, c'est travailler autrement. Et finalement se professionnaliser sur 4 compétences que je vais vous montrer tout à l'heure. Là voilà, donc la première compétence, c'est de savoir identifier la page blanche. La page blanche, c'est le déclencheur, l'alarme, qui me dit « arrête le command and control, fais du management de l'intelligence collective ». Deuxième outil, la boîte à réflexion. C'est pas la boîte à idées, c'est la boîte à réflexion. C'est l'endroit, la page sur laquelle je vais noter tout ce qui est page blanche, en cours, à venir ou potentiel, qui va me permettre de traiter en amont, avant que ça devienne urgent, ma page blanche et du coup d'avoir la capacité temporelle de manager l'intelligence collective. Le troisième outil, c'est Axio, c'est savoir décider seul, parce que je suis responsable, mais éclairé par l'intelligence collective. Et puis mon quatrième outil, c'est Synergie 4, c'est faire en sorte que ma réunion de réflexion collective ne soit pas le café du commerce, mais qu'on se pose des questions avant de chercher des solutions et qu'on pratique avec le tour de table. Donc 4 outils, 4 compétences pour mieux manager l'intelligence collective. Comment on déploie? La méthode classique de déploiement dans les formations de leadership, comment développer la motivation, comment fixer les objectifs, comment déléguer. On professionnalise, on fait des formations. Après, on fixe des objectifs de développement de compétences à l'entretien annuel. Puis après, on évalue l'atteinte de l'objectif. Alors malheureusement, dans le chaos, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode « il n'y a pas le feu ». Alors on va conscientiser, faire une petite conférence de 45 minutes, sensibiliser, on va acheter un réseau social d'entreprise, puis on va espérer que tout ça crée un énorme mouvement d'intelligence collective.
Ou alors, on peut utiliser les choses qui marchent, c'est-à-dire la méthode classique. On forme sur les 4 compétences, on fixe des objectifs et on évalue l'atteinte des objectifs. Et je termine par ça, parce que le management de l'intelligence collective qu'on pratique dans la logique du chaos va avoir des très forts impacts sur le management command and control. Sur la gestion de conflits, on a pris l'habitude de co-construire, donc on va sortir plus vite d'un conflit. Sur la motivation, puisque je ne suis plus bête et discipliné, mais que je suis un collaborateur, je vais passer de l'exécutant au co-auteur et je vais aller bien au-delà de la motivation, je vais devenir engagé. Et puis, quand vous aurez fait peut-être vous l'avez déjà fait, mais si vous vivez un jour une vraie réunion de réflexion collective et que vous sortez de là et que vous dites « Bon Dieu, ce qu'on a créé ensemble, on a créé quelque chose ensemble », je peux vous dire que c'est un très fort effet sur la cohésion d'équipe et sur la construction d'équipe. Et enfin, on l'a vu avec le management incantatoire et gesticulatoire, il y a évidemment un fort impact sur la gestion du changement. Tout ça, quels sont les bénéfices pour un manager d'intelligence collective? Gagner du temps, en finir avec la réunionnite, améliorer le climat social, valoriser les potentiels, fidéliser ces Gen Y qui ne supportent pas un seul mode de management dans l'organisation, le command and control évidemment, faire tourner à plein régime le moteur de l'agilité. Et puisqu'on est dans une présentation sur le paradoxal, je vais terminer cette présentation sur la définition de l'intelligence collective, alors que normalement j'aurais dû peut-être la montrer en premier, mais maintenant je pense qu'elle aura plus de sens, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective ? Dans une entreprise, je ne parle pas des fourmis, des abeilles et des termites, mais dans une entreprise, l'intelligence collective, ce n'est pas une somme de QI. Ce n'est pas mon quotient intellectuel. Et c'est aussi un frein des élites dirigeantes qui se disent comment on peut avoir une intelligence collective alors que je vois bien qu'il y a des gens qui sont idiots. Donc s'ils sont idiots, pourquoi faire de l'intelligence collective? L'intelligence collective, ce n'est pas additionner des QI, c'est une somme d'intelligence de la situation conjuguée à des savoirs. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence de la situation? C'est la bonne compréhension du contexte et des enjeux. Donc mobiliser l'intelligence collective, c'est mobiliser l'intelligence finalement du terrain, c'est-à-dire la connaissance que chacun a. Chacun voit le monde à travers le prisme de son métier, de son expertise, de son expérience, de ses croyances, de ses valeurs. Chacun voit un bout de la réalité et l'intelligence collective, c'est ce qui permet, en additionnant ces bouts de réalité, de voir mieux la réalité, en tout cas ce qui s'en approche le plus, pour prendre une décision. Donc l'intelligence collective, c'est une somme, c'est la somme des intelligences situationnelles des participants. Alors si vous souhaitez aller plus loin, il y a sur mon blog un billet sur le ROI, c'est la question récurrente. Alors vous allez peut-être me la poser, puis je ne sais pas y répondre parce que j'ai oublié ce que j'ai mis sur ce billet. Mais c'est quoi le ROI de l'intelligence collective? Est-ce qu'on peut mesurer le ROI de l'intelligence collective? Oui, on peut le mesurer. Et c'est un banquier de BNP Paribas qui, le 4 février dernier, est venu me voir en me disant « Je pense que j'ai un truc qui va vous intéresser ». Et donc, j'ai écrit un billet avec ce qu'il a apporté. À force d'avoir l'air occupé, on peut ressembler à Homer Simpson. Et tout ça est décrit dans une étude anglo-saxonne, c'est paru dans la Tribune en février 2013, A Stupidity-Based Theory of Organization. Si vous voulez rigoler, vous pouvez lire le billet. Et puis la dernière chose, c'est est-ce qu'on peut mesurer l'intelligence collective d'un groupe? Oui, on peut le faire. Et ce n'est rien moins que le MIT qui a défini une méthode pour mesurer l'intelligence collective d'un groupe. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Et donc maintenant, si vous avez des questions, nous allons pouvoir échanger.